Alors, je vous propose de commencer par les techniques d'amélioration de la netteté. Donc, nous avons vu le réglage accentuation, mais c'est plus trop d'actualité. Ça a été d'actualité ce réglage pendant longtemps, mais il y a de nouvelles techniques qui sont apparues. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher ici dans le bas du document, vous allez chercher le lien, donc amélioration de la netteté par passe haut, ça c'est le titre. Vous avez les paysages et on peut télécharger les trois images qui sont là. On va commencer juste par une. Oui, commençons juste par une des images. On va tester la première là. Voilà. Donc vous la téléchargez, vous allez la mettre dans un dossier qui va porter le nom d'aujourd'hui, jeudi matin. Voilà, et on va l'ouvrir. Ici sur le Mac, je fais touche F pour passer plein écran, barre d'espacement pour bouger l'image avec la main. Ça va se passer dans la palette des calques, principalement. Alors voilà. L'idée, c'est qu'on va améliorer la netteté dans cette image en utilisant une copie de cette image. Donc si vous voyez, si vous zoomez, vous voyez que la photographie n'est pas extrêmement nette. Elle est composée de peu de pixels, certainement. Image, taille de l'image, 1920 sur 1275, c'est pas mal quand même, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de compression JPEG, mais ça peu importe, c'est logique, c'est une image qu'on est allé chercher là rapidement sur le web. Alors, je vous montre rapidement pourquoi les appareils photographie flouent et que c'est fait exprès. C'est un ancien modèle que je vais vous montrer ici, le Nikon D800E. Alors, le Nikon D800E, par rapport au modèle D800, la différence, c'est que dans le E, il n'y a pas les filtres passe-bas. Et donc, il photographie extrêmement net. Alors que le D800 est un appareil comme la plupart des autres appareils numériques, il photographie un peu flou pour éviter les moirés. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que sont les moirés. C'est quand on a, comme on voit ici, deux réseaux réguliers qui s'entrecroisent. Ça fait un effet visuel vibrant des lignes. En voilà d'autres. Donc, dans la plupart des appareils photo, il faut le filtre passe-bas pour éviter d'obtenir dans ces photographies des moirés. Pourquoi? Parce que sinon, voilà le genre de choses que vous obtenez, en fait, dans vos photographies. Quand vous photographiez une personne qui a sur son vêtement, dans ce cas-ci, des lignes régulières parallèles, s'il n'y avait pas ce filtre passe-bas qui rend la photographie floue au moment de la prise de vue, voilà le genre de choses que vous obtiendriez, tous ces moirés qui n'existent pas dans la réalité, qui sont dans la photographie numérique. Quand on photographie des buildings, on a des bâtiments, on a parfois aussi la même chose, ces effets de moirés. Voilà. Ok. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui voudraient faire de la photographie de paysages naturels et que ce soit extrêmement net. Vous savez qu'il existe des appareils sans le filtre passe-bas
qui vous permettront de photographier très net des choses qui n'ont pas de ligne parallèle régulière. Quand vous photographiez des arbres, la nature, vous n'avez pas de risque d'avoir de lignes parallèles régulières. Donc pourquoi ne pas utiliser un appareil photo qui photographie super net? Quand on photographie les étoiles, c'est absolument nécessaire de photographier net également. Alors, vous avez ici un schéma qui va devenir net en principe. Voilà, on l'a net ici, qui vous montre un peu le capteur de l'appareil photo. Il est là, dans le schéma. C'est la version du D800. Et je prends juste comme exemple, je ne dis pas qu'il faut acheter cet appareil. Avec le traditionnel, l'habituel filtre passe-bas qui rend les images un peu floues pour éviter les moirés. Parce que sinon, le réseau régulier de capteurs de photosites, on appelle ça sur le réseau régulier de photosites sur le capteur de l'appareil photo, ça fait des interférences avec les réseaux réguliers, le veston à ligne parallèle par exemple qui est photographié. Et vous avez la version D800E où il y a une configuration de filtres différents devant le capteur avant que la lumière qui vient de l'objectif arrive sur le capteur. La configuration est différente et il n'y a pas cet effet de flou. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça un filtre passe-bas? Alors il faut expliquer que dans une image, le détail fin, c'est ce qu'on appelle les hautes fréquences. Et les plages de couleurs plus unies, c'est ce qu'on appelle les basses fréquences. Donc c'est haute fréquence de détail, en quelque sorte, et basse fréquence de détail. Donc là où il y a beaucoup de détails, par exemple dans notre photo, voilà, les arbres, c'est des hautes fréquences. Il y a beaucoup de détails. Le ciel, c'est une zone de basse fréquence. Et donc, bon, c'est relativement facile à comprendre. Un filtre placé devant le capteur de l'appareil photo, le filtre qui rend flou, ben, il coupe, il empêche que les hautes fréquences passent. Il rend flou. C'est moins détaillé, la photo numérique qu'on obtient. C'est pour ça qu'on appelle ça un filtre passe-bas. Ça laisse passer ce qui n'est pas haute fréquence. Ça laisse passer les basses fréquences. Bon, vous trouverez sur le web plein d'exemples où les personnes vous montrent ce qu'ils obtiennent avec un type d'appareil et l'autre comme image. Et vous verrez que les images, généralement, les images prises avec l'appareil qui n'a pas de filtre, eh bien, elles sont beaucoup plus nettes. Voilà. Ah ben voilà un bel exemple, normalement. Ok. Le problème qu'on a avec le D800E, quand on photographie des réseaux réguliers, il y a des moirés qui apparaissent. Donc c'est pas prévu pour photographier des architectures, des tissus, ça marche pas. Voilà. Ça crée des moirés. Le tissu photographié avec le D800E, il y a des moirés. Là, on les voit très bien, les lignes vertes, alors que photographié avec un appareil normal, il n'y a pas. Mais, quand vous photographiez des choses naturelles qui n'ont pas de réseau régulier, vous obtiendrez quelque chose de plus net, ici à droite, avec l'appareil qui n'a pas de filtre. Ça, c'est un des secrets pour avoir des photos très nettes. Ceux qui font des photos de nature, voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont utiliser un appareil sans filtre. Auparavant, on pouvait faire enlever les filtres de son appareil. C'est une opération qui coûtait assez cher, 400 € à peu près, et qui n'était pas sans risque que l'appareil pouvait ne plus fonctionner après. Et donc, il y a des marques, dont Nikon, qui se sont dit, mais tiens, on va faire une version sans le filtre directement, comme ça. Voilà, pour ceux qui veulent, pour les photographes avertis. Ok.
Et donc ça explique pourquoi la plupart des photos que vous prenez sont un peu floues, qui a besoin d'accentuer dans Photoshop ou Lightroom ou autre chose. Hein. Voilà. Alors, on va donc utiliser une copie du calque pour arriver à rendre nette la photo. Donc vous allez prendre le calque et l'amener sur l'icône du signe plus. Voilà, vous avez une copie. Alors, sur cette copie, on va appliquer un filtre. Filtre Diver passe haut. Et voyez qu'il y a 3 petits points, ça veut dire qu'il y a une boîte qui va s'ouvrir. Filtre Diver passe haut. Voilà. Et le but, ici, de ce filtre qui est en train de transformer donc ce calque du dessus, le but est de régler le rayon de manière à obtenir des détails. Donc je vais baisser, voilà, assez fort, je suis à 0,1, je monte un tout petit peu, petit à petit. Il faut qu'on ait une espèce de dessin des détails de la photo. Ce genre-là, voilà. Et ça va être utilisé pour accentuer les détails en dessous. Vous voyez ce qu'on obtient à peu près. Vous cliquez sur OK. Et puis, on va faire passer le calque en mode incrustation. À la place de normal, vous choisissez incrustation. Et vous devriez remarquer que l'image est accentuée. Et c'est une accentuation plus propre que le filtre d'accentuation qu'on avait utilisé précédemment, filtre, renforcement, accentuation. C'est plus propre. Si vous enlevez l'œil en face du calque, vous voyez l'image avant, et puis vous remettez, vous la voyez après. Voilà. Alors une fois que c'est appliqué par la méthode qu'on vient d'utiliser ici, ce n'est plus modifiable. Mais bien sûr, on va refaire ça sur une autre image et s'arranger pour que cette fois-ci, ce soit modifiable. Donc ça, c'est beaucoup utilisé pour améliorer les photos, notamment les photos qui composent des sites web, pour que malgré qu'elles soient assez petites, composées d'assez peu de pixels, elles soient nettes. Donc, ça s'appelle un filtre passe haut, parce que, une fois qu'il est appliqué, on ne voit plus que les hautes fréquences. Ça fait ressortir, ça dessine le détail. Les couleurs sont plus vraiment là, mais le détail est là. Les hautes fréquences. Puisque c'est ça que ça veut dire, haute fréquence, dans ce cadre-ci. Les endroits où il y a beaucoup de détails, en fait. Hein, c'est le détail dans l'image. Alors que les basses fréquences, c'est les plages unies de couleurs. Bon, on peut enregistrer l'image pour nos archives. Voilà. Et on va aller chercher l'autre image, une autre image. Ce sont des images composées de peu de pixels, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Ah tiens, elle est en WebP. Bon, désolé, celle-là, on va pas pouvoir l'utiliser. On va passer à la suivante. Ok. Celle-là est en JPEG, oui. Donc la troisième de la liste est en JPEG et ça ira.
Elle n'est pas très floue. Mais enfin, on va quand même pouvoir étudier la manière dont on va créer un filtre d'accentuation par passe haut. Et cette fois-ci, on va le faire de manière dynamique. Il va être modifiable. Ah, avant ça, on va peut-être revenir sur l'image d'avant, parce que j'ai oublié de vous montrer qu'il serait possible de faire en sorte qu'il n'agisse pas à certains endroits, parce que logiquement, oui, l'arrière là, s'il était flou, ce serait peut-être pas plus mal. C'est l'arrière-plan, c'est loin, pourquoi pas. On n'a peut-être pas envie que le filtre se mette partout. Donc, ce qu'on va faire, avant de travailler sur la deuxième image, je reviens donc sur la première. Ce qu'on va faire, c'est, sur le calque ici, on va ajouter un masque de fusion. Vous cliquez là-dessus, par exemple. Voilà, vous avez un masque de fusion rempli de blanc, donc il n'empêche pour l'instant rien. Il n'empêche pas que les choses bougent, soient masquées là. Les choses qui sont là ne sont pas masquées du tout, tout est blanc ici. Quand vous avez un calque qui contient un masque de fusion, il faut bien choisir sur quelle partie on travaille. Je l'ai déjà dit, je le rappelle, ça c'est modifier les pixels de l'image, ça c'est modifier le masque. Il faut qu'il soit encadré comme ça le masque. Et bien sûr, vous allez pouvoir prendre un pinceau et dessiner en noir. Voilà. Je suis en train de dessiner en noir dans le masque. Et ça empêche que la netteté se fasse là où j'ai dessiné en noir. Si je désactive le masque avec la touche Shift, la touche majuscule, en cliquant sur lui, on voit sans le masque, avec le masque. Ça va faire de la richesse dans vos images. Je l'avais dit, le contraste de netteté. Vous avez certaines parties de l'image qui sont nettes, d'autres qui le sont moins. Donc ça, c'est intéressant. Alors ici, dans le masque, je peux tester aussi, en zoomant en arrière avec une grosse brosse, qu'est-ce qui se passe si le devant de la scène, la route, n'est pas si nette que ça. Voilà. J'ai passé un gros trait noir flou. Et c'est peut-être pas plus mal. Donc nous avons les arbres qui sont nets. L'arrière-plan ne l'est pas, l'avant-plan non plus. Voilà. Ça c'est important, de montrer qu'on peut empêcher que ça n'agisse à certains endroits. C'est très important quand même. Alors, sur le ciel, non, je ne suis pas passé avec le trait noir sur le ciel, parce qu'en fait, dans le passe haut, le ciel était bien uni, sans détail. Mais c'est vrai que si j'avais eu des nuages, et qu'on les voyait là dans le passe haut, ça aurait été intéressant qu'ils ne soient pas accentués. Mais c'est peut-être pas le cas ici. Mais voilà, en effet, s'il y avait des nuages, je serais passé dans le ciel avec le pinceau noir pour empêcher que l'accentuation se fasse dans le ciel. Alors voyons ici, cette fois-ci on va faire différemment, pendant qu'on fait les choses, on va enregistrer un script pour pouvoir réappliquer ça sur n'importe quelle autre image. Bien, vous allez chercher la palette Action, menu fenêtre Action. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler les macros. Anciennement, ça s'appelait les scripts. Ah oui, vous voyez que ça vient avec la palette historique, mais ça n'a rien à voir en fait. C'est juste que elles sont attachées ensemble d'origine dans Photoshop, mais vous connaissez la palette historique. Ça n'a rien à voir avec la palette des actions. Voilà, c'est dit. Donc anciennement, ça s'appelait la palette des scripts. Récemment, dans Photoshop, il y a un nouveau type de script qui est apparu et qui se trouve dans le menu Fichier,
scripts. C'est évidemment très utile. Ce sont des scripts différents. Ceux-là, vous ne pouvez pas facilement les faire, les scripts qui apparaissent là. Il faut les programmer. Et ça demande des compétences en informatique. Par contre, les actions, c'est assez accessible. Les utilisateurs normaux de Photoshop, on va dire, peuvent en faire. C'est accessible. Ça demande de la logique. Parfois, ça marche pas. Mais et donc, il faut réfléchir pourquoi ça marche pas. Surtout ceux qui sont complexes. Alors, on peut aussi télécharger des actions et les installer, les charger par le menu de la palette action. Donc, menu de la palette action, charger des actions, c'est ce que vous ferez si vous allez chercher des actions sur le web, parce qu'il y a des gens qui créent des scripts d'actions et qui les mettent gratuitement à disposition, ou ça se vend aussi. Ça se vend. Alors ici dans Google, si je tape Download Photoshop Actions, ça vous le faites pas, je vous montre juste, vous allez voir que vous allez trouver plein de sites qui vous proposent de télécharger plein d'actions. Et en principe, ils doivent quand même vous montrer ce que ça fait comme effet. Voilà. Tiens, il y a des actions pour faire la double exposition dont on a parlé tout à l'heure. Ben, un genre de double exposition. C'est vrai qu'on peut être assez créatif, il y a quand même pas mal de types de double exposition qui peuvent être faits. Alors, les presets de Lightroom, c'est plutôt des réglages qui s'appliquent sur toute l'image. Ici, les actions, ça peut utiliser au départ plusieurs images, les combiner, ça fait un travail sur les calques, ça bouge les pixels, ça met des filtres, ça fait plein de choses. Bah, c'est moins un traitement global de l'image. Voilà. Voilà. Ah oui, parce qu'il ne faut pas toujours réinventer la roue. On peut aussi utiliser des actions qu'on va télécharger. Voilà. Et qui sont parfois gratuites. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Celles-ci sont plutôt orientées photo. Mais vraiment, il y en a énormément. Vous voyez, 5000 actions Photoshop. Vous avez plein de choses comme ça sur le web qui permettent d'améliorer les logiciels et même parfois sans payer. Mais bon, en général, pour les obtenir, il faut s'inscrire sur le site, mettre ses coordonnées et c'est comme ça qu'ils se font payer en fait. Hein. C'est par les données qu'on met. Enfin, rien ne vous empêche de mettre des données bidons avec un mail spécialement fait pour ça, et comme ça vous n'avez pas de problème de vos données personnelles qui sont utilisées. Oui, parce que en général, quand les choses sont gratuites, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. On dit que voilà, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc il y a plein de choses comme ça sur le web. Et il n'y a pas que des actions pour Photoshop qu'on peut télécharger, il y a aussi des styles. Notamment, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on allait voir comment mettre des contours sur le texte, sur du texte, mettre des contours, du biseau, des dégradés, mais ça existe aussi déjà tout fait. Et voilà, ce genre de choses, par exemple, quand vous tapez une police et que vous appliquez sur la police un style graphique que vous avez téléchargé du web. Donc là, on parle plus d'action, on parle d'autres choses qu'on ajoute aussi dans Photoshop si on veut. Et c'est aussi des choses qui peuvent être gratuites. Vous obtenez ce genre de choses. Voilà. Et on peut les faire soi-même aussi, bien sûr, ces styles graphiques. Ce ne sont que des fonds, des contours, des biseaux, des effets spéciaux, les fameux FX qu'on a utilisés. C'est ça, en fait. Hein. Je termine avec les actions téléchargeables sur le web pour vous montrer un petit phénomène qui est apparu dernièrement, en 2020. C'est une action
un script d'action Photoshop assez extraordinaire qui a un poids énorme et qui transforme des photos en peinture à l'huile en fait. Donc s'il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire un script d'action qui est super lourd au niveau du processus, ça doit prendre assez bien de temps. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça doit prendre assez bien de temps pour le mettre, voilà, pour obtenir cet effet peinture à l'huile automatiquement dans Photoshop. Il y a tout un travail sur la texture, les traits, etc. Il y a déjà en effet dans Photoshop un pinceau d'historique artistique qu'on n'a pas vu, qui est prévu en effet pour faire ce genre d'effet. Mais franchement là, le script d'action que je viens de vous montrer, il est quand même assez extraordinaire au niveau de la qualité. Pour obtenir de la peinture à l'huile, surtout voilà, ce genre de choses, je dois dire. Oui, il y a filtre, esthétique, peinture à l'huile. Oui, c'est forcément moins sophistiqué. Voilà, oui, ça fait ce genre de choses en effet. Ça, je vous invite vraiment à tester tous les filtres. Hein. Mais comme je vous disais, méfiance. Généralement, l'erreur, c'est d'appliquer un filtre sur toute l'image et puis on ne voit plus ce que c'est moche. Les filtres, c'est encore mieux quand ça ne s'applique que sur une partie de l'image. Oui. Peut-être pas celui-là parce qu'il est particulier, mais d'autres filtres, quand ils s'appliquent sur une partie d'image, c'est mieux. Quand on mélange une version photographique de l'image avec la version filtrée, quand on fait une transition. Alors oui, la transition avec le masque de fusion, on n'a pas vu, mais on l'a vu quand on a utilisé la palette historique. Oui, on a fait des transitions entre des versions filtrées et non filtrées. Mais c'est pas difficile. Transition entre deux images, mélange de deux images. On va voir ça avec le masque de fusion. C'est vu en 5 minutes.